J'ai conduit pendant 12 heures à travers une tempête de neige, mon coffre rempli de $1500 de cadeaux soigneusement sélectionnés, juste pour me tenir sur le porche de mes parents pendant qu'ils faisaient semblant de ne pas m'entendre frapper. J'avais déjà remboursé leur dette médicale de $40 000 sans leur dire, pensant que ce serait la surprise de Noël parfaite. J'imaginais leur choc et leur soulagement quand ils découvriraient ce que ça ferait de enfin pouvoir rendre l'appareil après tout ce qu'ils avaient fait pour moi en grandissant. Je pensais que ça nous ferait nous sentir comme une vraie famille à nouveau. J'avais tort. En arrivant dans leur allée enneigée, je pouvais voir la douce lueur scintillante de leur sapin de Noël à travers la fenêtre du salon. Cette vision familière et chaleureuse m'a ramené à mon enfance, à des jours plus simples d'ornements faits maison et d'emballage cadeaux maladroits. Je me suis garé et j'ai monté les marches glacées en hâte, mon souffle se transformant en nuage blanc et net. En sonnant à la porte, j'entendais des voix à l'intérieur, des vers qui tintaient, les faibles accents d'une musique de Noël. J'ai frappé plus fort, puis je me suis penché pour sonner à nouveau, la laissant sonner un peu plus longtemps cette fois. Rien. J'ai sorti mon téléphone, mes doigts engourdis par le froid, et j'ai envoyé un SMS rapide et joyeux à ma sœur amie, « Salut, je suis dehors. » Surprise. Un instant plus tard, mon téléphone a vibré, et j'ai senti une lueur de soulagement. Mais ensuite j'ai ouvert le message, « Nous ne t'avons pas demandé de venir. » Je suis resté planté là, à fixer l'écran, la respiration coupée. J'ai relevé les yeux vers la porte, m'attendant presque à ce qu'elle s'ouvre d'un coup et qu'il sorte en courant, en riant, peut-être même en me grondant de ne pas avoir appelé avant, mais la porte est restée fermée, la lumière chaude à l'intérieur projetant des ombres à travers les épais rideaux. J'ai essayé de les appeler, mais ça a basculé directement sur la messagerie vocale. J'ai même essayé les numéros de mes parents, mais soit ils n'entendaient pas leur téléphone par-dessus la musique, soit ils ne voulaient tout simplement pas répondre. J'ai reculé d'un pas, les cadeaux cliquetant dans leur sac, la neige commençant à s'amonceler autour de mes bottes. Puis j'ai ressenti le froid pour de vrai, le vent mordant me traversant le manteau, les picotements s'installant dans mes os. Après quelques minutes passées là comme un idiot, je me suis retourné vers ma voiture, la tête bourdonnante d'un mélange de choc et de colère. J'ai reculé dans l'allée glacée, mes phares captant le bord de la vieille camionnette de mon père garée à côté de la maison. Je pouvais voir leur sapin de Noël à travers la fenêtre, un amas de lumière colorée floue. C'était comme si la maison elle-même m'avait tourné le dos. En reprenant la route principale, mes jointures blanchies sur le volant, j'ai réalisé que je n'avais pas beaucoup d'options. Il était trop tard pour trouver un hôtel décent dans cette petite ville, surtout la veille de Noël. J'aurais pu simplement reprendre la longue route vers Chicago, mais les routes étaient de plus en plus mauvaises et j'étais déjà épuisé. Puis je me suis souvenu de ma grand-mère. Elle vivait seule, à seulement 20 minutes de là, à la périphérie de la ville. J'avais prévu de lui faire une surprise le lendemain aussi, pensant partager mon temps entre mes parents et elle, mais maintenant il semblait que ce serait la seule famille que je verrais ce Noël. J'ai ressenti une pointe de culpabilité d'avoir même envisagé un hôtel à la place. Elle n'avait pas beaucoup parlé à mes parents au cours de l'année écoulée, à cause d'une petite querelle familiale dont je n'ai jamais eu tous les détails, mais je savais qu'elle m'accueillerait. En arrivant dans sa longue allée enneigée, la lumière de son Porsche s'est allumée. Je n'avais même pas atteint la porte qu'elle s'est ouverte en grinçant et j'ai vu sa petite silhouette enveloppée dans un épais cardigan délavé scrutant l'obscurité. Elle a cligné des yeux pendant une seconde, puis ses yeux se sont illuminés quand elle m'a reconnu. « Michael » dit-elle, sa voix un peu tremblante mais pleine de chaleur. Je suis entré, la chaleur et l'odeur de lavande et de vieux bois m'enveloppant comme une étreinte oubliée depuis longtemps. Elle m'a serré dans une étreinte chaleureuse, étonnamment forte pour son petit gabarit, et j'ai senti une partie de la tension s'échapper de mes épaules. En m'enfonçant dans son canapé confortable, elle s'est occupée de moi, insistant pour faire du thé malgré mes protestations. J'ai sorti mon téléphone à nouveau, l'écran s'illuminant avec des appels manqués de mes parents et de ma sœur. Je les ai ignorés. Je ne pouvais pas gérer les explications ou les excuses qu'ils avaient à ce moment-là. Ce soir-là, alors que je sirotais le thé trop sucré qu'elle m'avait apporté, j'ai essayé de me débarrasser du froid de la porte verrouillée, du SMS froid et brutal d'Amy. J'aurais dû retourner à Chicago. J'aurais dû rester dans mon appartement et appeler ça un Noël tranquille, mais je suis resté. Et cette seule décision allait déclencher une chaîne d'événements que je n'aurais jamais pu prédire. Deuxième partie, la confrontation. J'ai à peine dormi cette nuit-là, mon esprit rejouant la scène devant la porte de mes parents. Je n'arrêtais pas d'imaginer l'expression confuse de mon père quand il découvrirait enfin ce que j'avais fait pour eux. Ma mère essayant de minimiser son erreur,
insistant sur le fait qu'il s'agissait d'un malentendu. Je m'attendais à une sorte d'explication, peut-être des excuses, mais rien n'est venu. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec l'odeur du café et le bruit de ma grand-mère faisant la vaisselle dans la cuisine. Elle avait déjà préparé un petit déjeuner, des œufs brouillés, des toasts et quelques tranches du même bacon friable et légèrement brûlé qu'elle faisait toujours trop cuire. J'ai forcé un sourire, ne voulant pas qu'elle voie à quel point j'étais fatigué, et je l'ai rejointe à la table de la cuisine. « Tu n'as pas l'air bien, Michael, dit-elle, ses yeux ridés se plissant d'inquiétude en posant une tasse ébréchée de café devant moi. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? J'ai hésité, les mots se coinçant dans ma gorge. Je ne lui avais pas dit ce qui s'était passé. Elle et mes parents étaient en froid depuis un certain temps, et je ne voulais pas l'entraîner dans ce bazar. Mais je ne pouvais pas lui mentir non plus. Pas avec ses yeux perçants qui me transperçaient. J'ai essayé de faire une surprise à maman et papa hier soir, dis-je, en fixant la vapeur qui s'élevait de ma tasse, mais ils ne m'ont pas laissé entrer. Elle s'est arrêtée une seconde, sa main planant au-dessus du sucrier. Pendant un instant, j'ai cru voir une lueur de colère dans ses yeux, mais elle est passée rapidement, remplacée par le même calme tranquille et mesuré qu'elle affichait toujours. « Eh bien, c'est leur perte, dit-elle fermement, laissant tomber 2 morceaux de sucre dans ma tasse. Je suis contente que tu sois là. » Avant que je puisse répondre, nous avons tous les deux entendu le crissement des pneus sur la neige à l'extérieur. Mon estomac s'est serré en regardant à travers la fenêtre givrée de la cuisine et en voyant la vieille camionnette de mon père arriver dans l'allée, suivie de près par la petite berline de ma sœur. J'ai senti mon pouce accélérer alors qu'une vague d'émotions mitigées me submergeait, soulagement, colère, peut-être même un peu d'espoir. La mâchoire de ma grand-mère s'est crispée. Elle s'est redressée, a essuyé ses mains sur son tablier et m'a jeté un coup d'œil rapide et entendu. « Reste ici, dit-elle, sa voix soudainement tranchante, comme elle l'était quand je traînais de la boue dans sa maison quand j'étais enfant. J'ai regardé alors qu'elle se dirigeait vers la porte d'entrée, le dos plus droit que je ne l'avais vu depuis des années. J'ai entendu la porte s'ouvrir en grinçant, puis le grondement grave et étouffé de la voix de mon père. Ma sœur a répondu, son ton rapide et défensif, mais je ne pouvais pas distinguer les mots. J'ai pensé à les rejoindre, mais quelque chose dans le ton de ma grand-mère m'a maintenu cloué à ma chaise. Après quelques minutes de tension, la porte d'entrée a claqué, et ma grand-mère est revenue dans la cuisine, les lèvres pincées en une ligne fine étendue. Elle a pris une profonde inspiration, s'est appuyée contre le comptoir et a croisé mon regard. « Ils veulent te parler, dit-elle, les mots lourds, mais je leur ai dit qu'ils ne rentreraient pas tant qu'ils ne se seraient pas excusés pour hier soir. Et tant qu'ils ne se souviendraient pas comment traiter leur propre fils. » Une nouvelle vague de gratitude m'a submergé. Je m'attendais à ce qu'elle essaie d'arrondir les angles, de me pousser à pardonner et à oublier, mais au lieu de cela, elle avait choisi de me soutenir. J'ai senti un nœud se dénouer un peu dans ma poitrine. « Merci, dis-je, ma voix sortant plus douce que je ne l'avais prévu. Elle m'a juste fait un petit signe de tête ferme, puis s'est retournée pour remplir ma tasse de café. J'entendais la voix de ma sœur devenir de plus en plus forte à l'extérieur, la frustration se transformant en colère au fil des secondes. Mon téléphone a vibré à nouveau sur la table. Cette fois, un autre appel de mon père. Je l'ai ignoré, fixant le bord ébréché de ma tasse de café, mon esprit étant déjà en ébullition avec les prémices d'un plan. S'il voulait parler, il devrait le faire à mes conditions. Et cette fois, je ne serais pas celui qu'on laisserait dehors dans le froid. Je me suis réveillé sur le canapé de ma grand-mère avec l'odeur du bacon et le crépitement lointain de sa vieille radio diffusant des chants de Noël. Pendant un instant, j'ai oublié où j'étais, mon dos et mon cou raide me rappelant que j'avais passé la nuit recroquevillé sur un canapé qui me semblait plus petit que lorsque j'étais enfant. Alors que je m'étirais, mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre message texte de ma sœur amie, « Où es-tu » J'ai fixé l'écran, la mâchoire serrée. Je n'ai pas pris la peine de répondre. Je savais exactement ce qui s'était passé. Ils avaient finalement remarqué le trou de la taille d'un VUS dans leur plan de Noël et réalisé où j'étais probablement allé. Ma grand-mère avait toujours été le mouton noir de la famille, surtout parce qu'elle n'avait pas peur de dénoncer les bêtises de mes parents. Ils ne l'avaient pas invitée à Noël cette année-là, à cause du drame qu'elle avait causé lors d'un barbecue familial l'été dernier. L'ironie ne m'a pas échappé. J'ai traîné les pieds dans la cuisine où ma grand-mère retournait des crêpes et fredonnait Bing Crosby. Elle s'est retournée quand elle m'a entendu, et son visage ridé s'est illuminé d'un sourire. « Bonjour, Michael. »« J'ai fait tes préférés, dit-elle, en poussant une assiette de crêpes et de bacon sur la minuscule table de la cuisine.
Je me suis assis, la chaleur de sa petite maison s'infiltrant dans mes os, et j'ai commencé à manger. C'était bon d'être dans un endroit où j'étais vraiment le bienvenu, même si cela ne faisait pas partie du plan. À mi-chemin du petit déjeuner, j'ai entendu le crissement des pneus sur le râlet de gravier. Les yeux de ma grand-mère se sont plissés, et j'ai senti ma poitrine se serrer. Je savais déjà qui c'était. Une minute plus tard, on a frappé fort à la porte. Ma grand-mère m'a jeté un regard interrogateur, mais j'ai juste soupiré et hoché la tête. Elle a tiré sur son cardigan et a traîné les pieds pour ouvrir. J'ai entendu la voix de ma mère en premier, aiguë et inquiète. « Est-ce que Mike est ici ?» Ma grand-mère a reculé, permettant à mes parents et à Amy d'entrer dans le hall d'entrée exigu. Le visage de mon père était rouge, son épais manteau d'hiver saupoudré de neige. Les yeux de ma mère ont balayé la pièce, se posant sur moi avec un mélange de soulagement et d'irritation. Amy était assise derrière eux, ayant l'air de préférer être n'importe où ailleurs. « Tu ne nous as pas dit que tu venais » dit ma mère, sa voix tendue. Je me suis appuyé contre ma chaise, tenant toujours ma fourchette. Je pensais que ce serait une belle surprise. Elle ouvrit la bouche, puis la ferma, essayant clairement de trouver les bons mots. Mon père, toujours celui qui allait droit au but, fit un pas en avant. « Écoute, tu ne peux pas simplement débarquer comme ça et t'attendre à ce que nous laissions tout tomber, dit-il, sa voix basse mais ferme. J'ai senti une colère lente et bouillonnante monter dans ma poitrine. J'ai jeté un coup d'œil à ma grand-mère, qui se tenait les bras croisés, ses yeux perçants faisant des va-et-vient entre nous. J'ai conduit 12 heures à travers un blizzard. J'ai apporté $1500 de cadeaux, et j'ai payé votre dette médicale, dis-je, chaque mot aussi tranchant qu'une lame, alors pardonnez-moi si je pensais que vous ouvririez au moins la porte. Tout le monde s'est figé, l'air dans la minuscule cuisine devenant soudainement lourd. Les yeux de ma mère s'écarquillèrent, et la mâchoire de mon père se serra. Amy se tortilla inconfortablement, évitant mon regard. Ma grand-mère laissa échapper un bourdonnement bas et satisfait et se retourna vers le poêle comme si l'affaire était réglée. Je ne pus m'empêcher de sourire un peu, ressentant une lueur de satisfaction. Pour une fois, j'avais le dessus. Ma mère brisa finalement le silence, sa voix un murmure. « Tu as payé notre dette ?» Je posai ma fourchette et croisai son regard. Joyeux Noël. Le poids de mes mots planait dans l'air, chacun d'eux traitant ce que cela signifiait, et je pouvais presque voir les engrenages tourner dans leur tête. Pendant une seconde, j'ai pensé que ce serait peut-être le tournant, le moment où ils réaliseraient à quel point je m'étais sacrifié pour eux, où ils me verraient enfin comme plus qu'un simple portefeuille avec un pot. Mais ensuite, Amy croisa les bras, sa bouche se pinçant en une ligne fine. « Tu aurais dû demander d'abord. » J'ai senti ma mâchoire se serrer, le dernier peu de chaleur que j'avais ressenti pour elle se figeant. La tête de ma grand-mère se retourna brusquement, ses yeux se plissant sur ma sœur. « Dehors, dit ma grand-mère, sa voix plus tranchante que je ne l'avais jamais entendue. Maintenant. Mes parents restèrent plantés là, stupéfaits, mais ma grand-mère ne leur laissa pas la chance de protester. Elle saisit la porte, l'ouvrit brusquement et fit un geste vers l'extérieur, l'air froid se précipitant à l'intérieur. « Sortez !» Ils reculèrent en titubant, leurs expressions un mélange de choc et d'embarras. Mon père avait l'air de vouloir dire quelque chose, mais ma mère lui saisit le bras et le tira vers la porte. Amy hésita un instant, ses yeux rencontrant les miens, mais je me suis contenté de me tourner vers mon petit déjeuner, soudainement plus intéressé par mes crêpes que par ses excuses. La porte claqua, et la maison redevint silencieuse, le seul son étant le crépitement de la vieille radio en arrière-plan. Ma grand-mère revint lentement en traînant les pieds vers la table, se versa une autre tasse de thé et s'assit en face de moi. Elle me fit un petit signe de tête entendu, les coins de sa bouche se contractant en un rare sourire espiègle. J'ai ressenti une vague de gratitude pour elle, cette petite femme têtue qui venait de jeter toute ma famille hors de sa maison le matin de Noël. Je ne réalisais pas encore que je venais de mettre quelque chose en mouvement que je ne pourrais pas arrêter même si je le voulais. Le reste de la matinée de Noël chez ma grand-mère s'est déroulé dans un calme presque paisible. Elle n'a pas mentionné ce qui s'était passé à la porte, et moi non plus. Nous nous sommes simplement installés dans le confort familier de sa petite cuisine et avons terminé notre petit déjeuner pendant que la neige continuait de s'accumuler à l'extérieur. Je me suis presque convaincu que j'avais fait le bon choix en restant. Mais la paix n'a pas duré. Vers midi, mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était ma mère, et elle ne se retenait pas. « Comment as-tu pu nous mettre dans l'embarras comme ça ?» disait son texto. « Tu débarques sans prévenir,
tu nous fais passer pour des idiots devant ta grand-mère, et ensuite tu agis comme si nous te devions quelque chose. J'ai senti mon pouce accélérer et les pancakes dans mon estomac devenir acides. J'aurais dû l'ignorer, juste jeter mon téléphone de côté et profiter du reste de la journée, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai appuyé sur appeler, mes doigts tremblant légèrement au moment de la connexion. Elle a décroché à la deuxième sonnerie, sa voix déjà tranchante. Mike, je ne sais pas ce qui t'a pris, mais c'est inacceptable. J'ai fermé les yeux, la montée familière de frustration et de culpabilité montant en moi. Inacceptable, ai-je rétorqué. J'ai payé ta dette médicale. 40 000 $, maman. Je l'ai payé pour que tu puisses enfin respirer à nouveau. Et tu n'as même pas pu m'ouvrir la porte le soir de Noël. Il y eut un long et lourd silence à l'autre bout du fil. Je l'imaginais debout dans ce salon trop éclairé, l'arbre parfaitement décoré derrière elle, mon père faisant les 100 pas quelque part en arrière-plan, et Amy faisant semblant de ne pas écouter. Tu aurais dû nous le dire, a-t-elle finalement dit, son ton passant à quelque chose que je reconnaissais, ce mélange prudent de blessure et d'indignation qu'elle utilisait chaque fois qu'elle se sentait acculée. On n'a rien demandé. J'ai failli rire. Vous n'aviez pas à le faire. Je pensais que la famille était censée prendre soin les uns des autres. Elle a lâché une respiration brusque. N'inverse pas les rôles, Michael. Tu ne peux pas juste nous lancer de l'argent et t'attendre à ce que ça répare tout. J'ai senti ma prise sur le téléphone se resserrer, mes jointures me faisant mal. Tu ne comprends vraiment pas, hein? Je voulais aider. Je pensais que ça voulait dire quelque chose. Mais si tu vas agir comme ça, peut-être que j'ai fait une erreur. Avant qu'elle ne puisse répondre, j'ai raccroché, ma main tremblant alors que je posais le téléphone sur la table de la cuisine. Je sentais les yeux de ma grand-mère sur moi, mais elle n'a rien dit, elle a juste rempli ma tasse de café d'une main ferme. Je suis resté assis là, à regarder le liquide noir tourbillonnant, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. C'était comme un nœud dans ma poitrine. Toutes ces années à être le fils responsable, celui qui baissait la tête, économisait son argent, faisait tout bien, se sentant soudain comme un gaspillage. Mais alors une pensée m'a frappé, claire et froide comme le vent dehors. J'étais toujours en contrôle. J'avais été trop généreux, trop prompt à pardonner, mais il me restait encore une carte à jouer. J'ai rapproché mon téléphone, mes doigts se déplaçant rapidement alors que je me connectais à mon compte bancaire. En quelques clics, j'ai trouvé l'historique des transactions pour le paiement de la dette médicale. Là, niché parmi les paiements et les confirmations, se trouvait un petit bouton facilement négligé, annuler le paiement. J'ai hésité, mon cœur battant la chamade, la voix de ma grand-mère fredonnant faiblement à la radio en arrière-plan. Ils ne voulaient pas de mon aide. Ils l'avaient clairement dit, et je n'allais pas continuer à être leur filet de sécurité si c'était comme ça qu'ils allaient me traiter. J'ai cliqué dessus. L'écran a clignoté pendant un moment, puis s'est actualisé, et le solde est revenu à son chiffre d'origine, écrasant 40 000 $ de dette médicale, rattachée à leur nom, prêt à retomber comme une vague. Je me suis adossé, ressentant une étrange satisfaction amère. Je n'étais pas sûr de le regretter plus tard, mais pour l'instant, ça faisait du bien. Ma grand-mère a finalement parlé, sa voix calme mais avec une pointe d'approbation. Parfois, il faut rappeler aux gens où se trouve leur véritable loyauté. Je l'ai regardé, cette lueur espiègle toujours dans ses yeux, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression de ne pas être seul dans cette affaire. Le lendemain de Noël, j'ai fait mes bagages, prêt à rentrer à Chicago. J'en avais assez des drames familiaux pour toute une vie, et je me suis dit que ma grand-mère pourrait aussi avoir besoin de calme et de tranquillité. J'étais à moitié en train de fourrer mes vêtements dans mon sac de sport quand j'ai entendu le bruit de pneus crissant sur le gravier. Je me suis arrêté, le cœur se serrant. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai senti ma mâchoire se crisper. Le SUV de mes parents se garait dans l'allée, la voiture d'Amy juste derrière. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée, essayant de décider si je devais la verrouiller ou simplement les affronter. Avant que je puisse me décider, ma grand-mère est entrée en traînant les pieds depuis la cuisine, ses sourcils froncés de cette manière pragmatique qu'elle avait toujours quand mes parents se présentaient à l'improviste. Elle m'a jeté un coup d'œil, et j'ai vu le même feu dans ses yeux que celui que j'avais vu le jour où elle les avait mis dehors. « Reste ici », a-t-elle murmuré, sa voix basse. Elle a ouvert la porte d'un coup avant même qu'il ne puisse frapper. J'ai entendu d'abord la voix forte de mon père, résonnant dans la cour enneigée. « Où est-il ? Nous devons parler. » Ma grand-mère s'est plantée dans l'embrasure de la porte,
sa mince silhouette remplissant d'une manière ou d'une autre toute la pièce. Il ne vous doit rien. Maman, ne rend pas ça plus difficile que ça ne l'est déjà, a coupé ma mère, sa voix tranchante. Nous avons juste besoin de parler à Mike. La voix d'Amy flottait derrière eux, plus douce mais avec la même irritation. C'est ridicule. Il est tellement théâtral. J'ai ressenti une nouvelle vague de colère à ce mot, théâtral. J'avais conduit 12 heures à travers un blizzard pour leur faire une surprise, pour payer leurs dettes, et ils m'avaient enfermé dehors comme un chien errant. Ma grand-mère a croisé les bras et a refusé de bouger. Vous avez beaucoup de culot de vous pointer ici après la façon dont vous l'avez traité. Mon père s'est avancé, ses larges épaules remplissant le cadre de la porte. Maman, ça ne te regarde pas. Oh, si, ça me regarde, a-t-elle rétorqué, sa voix prenant un ton que j'entendais rarement. C'est ma maison, et si vous êtes ici pour le harceler afin qu'il répare vos bêtises, vous pouvez faire demi-tour tout de suite. Je suis entré dans le couloir, mes mains se serrant en poing. Ça va, grand-mère, ai-je dit, avançant pour me tenir à côté d'elle. Les yeux de mes parents se sont fixés sur moi, et pendant une seconde, toute la maison a semblé trop petite, trop exiguë, l'air lourd de tout le ressentiment tacite qui s'était accumulé au fil des ans. Le visage de mon père s'est assombri, les veines de son cou ressortant. « Qu'est-ce que tu as foutu, Mike » a-t-il dit, sa voix grave comme un grognement. J'ai croisé les bras et j'ai soutenu son regard. J'ai repris ce qui était à moi. La main de ma mère s'est portée à sa bouche, ses yeux grands ouverts. Amy est restée là, son expression figée dans un choc. J'ai ressenti une sensation de satisfaction tordue alors que la réalisation la frappait. Ils avaient dû vérifier leur compte ce matin, voir le poids écrasant de cette dette de retour sur leurs épaules. Tu ne peux pas faire ça, a finalement étouffé ma mère, avançant comme pour dépasser ma grand-mère. J'ai fait un pas en avant, ma grand-mère s'écartant juste assez pour me laisser me tenir dans l'embrasure de la porte, ma respiration s'embrouillant dans l'air glacial. Je viens de le faire. Le visage de mon père est devenu rouge, ses poings serrés sur les côtés. Tu crois que tu peux juste bousiller nos vies comme ça après tout ce qu'on a fait pour toi? J'ai senti une poussée d'adrénaline froide et colérique, le genre qui vous fait oublier le froid et les conséquences. Tu veux dire comme m'élever? Ce n'est pas une faveur. C'est votre responsabilité. J'ai pointé mon doigt vers lui. J'en ai fini d'être le plan de secours, celui que vous appelez quand les choses se compliquent. Vous avez clairement indiqué que je ne faisais pas partie de cette famille quand vous m'avez enfermé dehors le soir de Noël. Amy a finalement trouvé sa voix, son visage déformé par la colère. Tu es tellement égoïste, Mike. Tu ne peux pas nous faire porter ça. J'ai failli rire, l'absurdité de la situation me frappant d'un coup. Égoïste? J'ai payé votre dette sans rien demander en retour. J'ai essayé de vous faire une surprise, de vous offrir un Noël sans le stress de ces factures, et vous m'avez exclu. Comment est-ce que c'est égoïste? Mon père a fait un pas en avant, sa mâchoire serrée. Tu dois réparer ça. J'ai senti la main de ma grand-mère sur mon épaule, une présence calme et rassurante. J'ai pris une profonde inspiration, mes yeux ne quittant jamais ceux de mon père. Non, je n'ai pas à le faire. Pendant un long moment, personne n'a bougé. Le vent froid hurlait à travers la porte ouverte, les flocons de neige tourbillonnant dans le couloir. Finalement, ma grand-mère s'est avancée et a fermé la porte d'un clic ferme. J'ai entendu le son étouffé des cris de mes parents de l'autre côté, leur voix montant et descendant, mais je m'en fichais. Je me suis retourné et me suis affalé dans la vieille chaise près du feu, mon cœur battant toujours la chamade, mes mains tremblant légèrement. Ma grand-mère s'est avancée pour se tenir à côté de moi et a remis sa main sur mon épaule. Elle n'a rien dit, elle est juste restée là, les yeux fixés sur le feu crépitant, les ombres vacillant contre le vieux papier peint. Je me suis adossé, laissant la chaleur du feu imprégner mes os, et j'ai senti un calme étrange et inattendu s'installer en moi. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression d'avoir le contrôle de ma vie, d'avoir enfin tracé une ligne qui ne pouvait être franchie. Je n'avais pas prévu que les choses tournent ainsi, mais maintenant que c'était le cas, je n'étais pas sûr de pouvoir un jour revenir en arrière. 2 jours après que mes parents aient quitté en trombe le Porsche de ma grand-mère, j'ai fait mes bagages et je me suis préparé à partir. Les routes avaient enfin été dégagées, et le froid glacial avait cédé la place à une matinée fraîche et lumineuse, le soleil faisant scintiller la neige fraîche comme du verre brisé. J'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et d'appréhension en jetant mon sac de sport dans le coffre. Ma grand-mère se tenait sur le porche, son cardigan serré autour de ses épaules fragiles,
me regardant avec une expression calme et fière. Elle n'avait pas dit grand-chose après l'affrontement à la porte, elle m'avait juste bien nourri et m'avait laissé mijoter dans mes propres pensées. Je lui devais plus que je ne pourrais jamais rembourser. Mais je ne pouvais pas rester. J'avais besoin de distance, d'une chance de me vider la tête et de comprendre quel type de relation, si tant est qu'il y en ait une, je voulais encore avoir avec mes parents. Alors que je claquais le coffre, mon téléphone vibra dans ma poche. Je l'ai sorti, m'attendant à moitié à un autre texto colérique de mon père ou à un message narquois d'amis, mais ce n'était ni l'un ni l'autre. C'était ma mère. S'il te plaît, reviens à la maison avant de partir. J'ai regardé le message, ma respiration s'embrouillant dans l'air froid. Pendant un instant, j'ai envisagé de l'ignorer, de simplement monter dans la voiture et de partir sans me retourner. Mais quelque chose dans le libellé, le ton simple, presque suppliant, m'a fait hésiter. J'ai jeté un coup d'œil à ma grand-mère, qui me regardait attentivement, ses yeux perçants captant le scintillement d'indécision sur mon visage. Elle m'a fait un petit signe de tête, comme si elle savait déjà ce que je pensais. « Vas-y » a-t-elle dit doucement. Parfois, les gens ont besoin d'un choc pour voir ce qu'ils sont devenus. J'ai pris une profonde inspiration, je me suis glissé sur le siège du conducteur et je suis sorti de son allée, la neige crissant sous mes pneus. Quand je suis arrivé dans l'allée de mes parents, la maison m'a semblé différente, plus silencieuse. Il n'y avait pas de guirlandes clignotantes aux fenêtres, pas de musique tonitruante dans le froid. Elle ressemblait à une vieille maison normale et fatiguée, ses briques ébréchées et son toit affaissé sous le poids des années. Je me suis approché de la porte, j'ai hésité un instant, puis j'ai frappé. Cette fois, elle s'est ouverte presque instantanément. Ma mère se tenait là, le visage tiré et pâle, les yeux rouges comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Elle a reculé et m'a fait entrer sans dire un mot. La chaleur m'a frappé comme un mur, et j'ai senti le café et la légère odeur persistante de pain de l'arbre de Noël maintenant dépouillé. Mon père était assis à la table de la cuisine, la tête dans ses mains. Ami était là aussi, perché sur le bord du canapé, le visage un mélange de gêne et de regret. J'ai fermé la porte derrière moi, le loquet s'enclenchant comme un verrou sur une cage. Personne n'a parlé pendant un long moment. Finalement, mon père a levé les yeux, ses yeux rencontrant les miens. « Mike, assieds-toi. » J'ai traversé le salon, mes bottes grinçant sur le vieux plancher en bois, et je me suis laissé tomber dans la chaise en face de lui. Ma mère s'est avancée pour se tenir derrière lui, sa main sur son épaule, ses yeux fixés sur moi comme si elle avait peur que je disparaisse si elle détournait le regard. « Je ne sais pas par où commencer, » a dit mon père, sa voix rauque comme du gravier. On a merdé. Amy s'est agitée sur le canapé, ses bras enroulés autour d'elle-même, ayant l'air petite et peu sûre d'elle. La main de ma mère s'est resserrée sur l'épaule de mon père. On t'a considéré comme acquis. On a été. On a eu tort, Mike. Sur beaucoup de choses. Je suis resté assis en silence, mon cœur battant la chamade dans ma poitrine. Je ne m'attendais pas à ça, pas à l'humilité, pas au remords. Mon père s'est éclairci la gorge et a baissé les yeux sur ses mains calleuses. J'ai vérifié la dette ce matin. Tu l'as vraiment payée, et puis tu l'as reprise. Je pensais que tu te moquais juste de nous, mais ta grand-mère m'a fait comprendre le contraire. J'ai froncé les sourcils et je l'ai regardée. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle nous a appelés, a murmuré ma mère, nous a savonnés, pour être honnête. Elle a dit qu'on avait fait de toi un compte bancaire, qu'on avait oublié ce que ça voulait dire d'être une famille. Et elle avait raison. Amy a finalement levé les yeux, ses yeux larmoyants. Je suis désolé, Mike. Je ne voulais pas agir comme ça. Je ne savais pas comment gérer tout ça. La pièce s'est tue à nouveau, le bourdonnement sourd du réfrigérateur étant le seul son. J'ai senti un serrement dans ma poitrine, un élan étordu de colère et de soulagement, les bords amers de la trahison commençant à s'adoucir un peu. Mon père m'a regardé dans les yeux, sa voix plus calme, la fanfaronnade disparue. Je ne te demande pas de réparer ça, Mike. Je te demande juste une seconde chance. Une chance d'être vraiment une famille à nouveau. Je me suis adossé, mon esprit s'emballant. J'étais venu ici en m'attendant à une autre dispute, à plus d'excuses, à plus de récriminations. Je n'étais pas préparé à ça, à la fissure dans leur armure, à l'honnêteté brute et non dissimulée. J'ai regardé ma mère, ses yeux brillants de larmes non versées, puis Amy, son visage déformé par la culpabilité, et enfin mon père,
la tête baissée comme un homme essayant de retrouver son chemin vers la terre ferme. J'ai pris une profonde inspiration, l'air encore teinté de la faible odeur douce amère de pain, et j'ai hoché la tête lentement. Je peux essayer, ai-je dit, ma voix dure, me surprenant même moi-même, mais les choses doivent changer. Mon père a hoché la tête, ses yeux brillants. Elles changeront, je te le promets. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti une lueur de quelque chose que je pensais avoir perdu, le sens de la famille, de la connexion, aussi fragile soit-elle. Alors que je ressortais dans le froid, ma respiration sortant en courtes bouffées blanches, j'ai senti une chaleur étrange et incertaine dans ma poitrine, comme le premier signe du printemps après un long hiver brutal. Je n'étais pas sûr que les choses redeviendraient jamais comme avant. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression qu'on avait une chance.